Donc, M. Tahagout, professeur à l'Université de Béjaïa. Tout d'abord, je remercie M. Afra pour la qualité de votre intervention que j'ai trouvée très pédagogique. Alors, en ce qui concerne, j'ai une petite remarque et puis peut-être une petite clarification sur le projet pilote. Donc, j'avais des informations. Alors, vous avez commencé votre intervention par pourquoi économiser. Donc, je pense que le problème au niveau de l'Algérie, c'est un problème de mentalité déjà. On a tendance à surconsommer de l'énergie. Et la population ne se rend pas compte de ce phénomène-là. Donc, comme le coût de l'énergie est très bas, les gens ne font pas attention. Et justement, l'Algérie est un grand producteur de pétrole et de gaz. Et le gaz, il est vraiment à la portée de tout le monde. Mais je pense que ça ne pourrait pas durer parce que l'Algérie a essayé d'intégrer l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et l'un des problèmes de discorde dans les négociations avec l'OMC, c'est le prix du gaz. On dit pourquoi en Algérie vous vendez le gaz à tel prix et vous le vendez à l'extérieur, donc à l'étranger, avec un autre prix. Donc il faut que ça soit, le prix doit être le même. Donc si on doit s'aligner avec le prix du gaz qui est vendu vers l'étranger, ça va revenir très cher et les mentalités, je pense, vont changer et les gens vont faire plus attention. D'autant plus que c'est une ressource naturelle qui est épuisable et ça ne pourra pas durer dans le temps. Donc il y a une durée de vie de cette ressource-là. Donc, d'ici peut-être 20 ans, on dit 20 ans, 30 ans, on dit 17 ans pour le pétrole, on avance 40 ans pour le gaz, personne ne sait. Donc, les chiffres qui sont donnés sont différents. Alors, aussi, l'état actuel des logements. Nos logements sont des passoires thermiques. Donc, il y a une déperdition très importante au niveau des logements. Pourquoi? Parce que on n'a jamais pris en considération, donner la priorité ce problème d'économie d'énergie, parce que l'urgence est de loger les gens, donner un toit à un maximum de personnes, et puis le confort, on verra après. Mais le problème, ça dure dans le temps. Alors justement, j'ai lu une information pas très loin la semaine dernière, le directeur de la PRU a annoncé, dans le cadre du salon du bâtiment, Batimatech, qui s'est déroulé la semaine dernière à Alger, que les déperditions au niveau des bâtiments représentent 40%. 40%, c'est très, très, très important. C'est pratiquement la moitié de l'énergie qui est fournie au bâtiment qui est partie comme ça, qui s'évapore dans la nature. Alors, pour ce qui est de l'utilisation des matériaux locaux, là aussi, il faut une sensibilisation. Donc, une sensibilisation de la population. Personnellement, j'étais très surpris. Je suis parti il y a peu de temps de ça à Béchar, qui est une ville quand même du sud, et je vois des bâtiments en parpaing, en bloc de béton, donc l'aggloméré de béton. Et à Béchar, même les bâtiments, pas seulement des maisons, mais des bâtiments R+, en parpaing. Donc c'est ce qui est quand même une aberration. Et là, il faut appliquer la réglementation. Donc il faut que l'État prenne des mesures dans ce sens-là, parce que ce n'est pas possible dans une région aussi chaude. Donc on utilise un matériau qui est dans la conductivité quand même importante. Maintenant, vous avez parlé de matériaux locaux, c'est vrai, mais vous avez cité un matériau qui est le béton de terre stabilisé. Donc, c'est le béton de terre qu'on stabilise avec du ciment. Mais il y a un matériau aussi qui est utilisé dans le temps, c'est l'adobe. Donc, c'est un mélange d'argile et de paille. Et je ne sais pas pourquoi ce matériau n'a pas été testé. Parce que le béton de terre stabilisé, on rajoute quand même du ciment, c'est pour améliorer la résistance. Donc c'est dans ce sens-là, donc il faut des résistances mécaniques. Donc là, pourquoi avoir omis ce matériau-là qui est très utilisé, même chez nous, en Kabylie, la daube, la terre plus de la paille, on mélange, on fait des blocs de terre et on construit. Et on a encore
des maisons de ce type-là qui datent du siècle dernier et tiennent encore, donc sans aucun problème dans ce sens-là. Et puis, donc, j'ai une question sur le surcoût. Donc, pour le projet pilote, vous avez annoncé un surcoût de 12%. D'accord? 12%, je crois. Donc, je ne sais pas comment il a été calculé ce surcoût-là. C'est bien, si c'est un surcoût de 12%, je trouve qu'il est très bas. Donc, moi, je pensais qu'une installation solaire représente quand même un surcoût par rapport à une installation traditionnelle, surtout pour les planchers chauffants. Hein, donc, parce qu'il y a les capteurs capteurs solaires qui sont quand même à un prix élevé. Il faut un groupe de transfert. Tout ça nécessite des moyens supplémentaires. Je ne sais pas pour le 12%, j'ai juste une question. Comment il a été donc évalué, ce surcoût-là, par rapport à une installation traditionnelle? Je vous remercie. Est-ce qu'on procède aux réponses après ou bien on recueille peut-être 2 ou 3 questions, ben on répond? C'est-à-dire directement. question-réponse. C'est mieux, oui, c'est mieux. Ok, merci. Donc, je vous remercie d'abord pour ces compléments. En fait, dans votre première partie, vous avez rajouté de l'eau à mon moulin. Et je vous remercie. Merci aussi pour la deuxième question. Bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est un problème de comportement. Parce que, vous savez, moi j'ai parlé beaucoup plus, j'ai pas voulu aller vers donc les raisons comportementales. J'ai dit, normalement, de par notre culture, notamment musulmane, le gaspillage, il est repoussé, il est rejeté. Parce que vous savez, celui qui gaspille, d'après le Coran, c'est le frangin de Satan. Hein? C'est ce qu'on dit dans le Coran. Ya ayyuha alladhina amanu la tubadhiru innal mubadhirina kanu ikhwana lishayatin. D'accord? Donc normalement à partir de là, on doit pas gaspiller. Et même, je l'ai dit, le gaspillage il est repoussé dans toutes les actions, dans toutes nos actions, même pour ce qui est de la nourriture, on ne doit pas gaspiller la nourriture. Kulu washrabu min tayyibati ma razaqnakum wa la tusrifu. L'israf, c'est quoi? C'est lorsque la chose dépasse ce dont on a besoin. C'est ça le gaspillage. Et d'ailleurs, même de point de vue médical, tout ça, ça a été prouvé. Donc, effectivement, et comme elle est gratuite, l'énergie chez nous, elle est pratiquement gratuite. Moi, je vais vous dire, quand on a fait l'analyse financière de ce projet, nous avons utilisé un logiciel qui nous a été donc donné par les experts de l'Union européenne. Et dans le logiciel, quand on rentre le prix du kilowattheure en euros, parce que c'est un logiciel qui est conçu donc, pour travailler en euros, vous savez, c'est 0,00017 euros. Le logiciel n'était même pas conçu pour prendre 4 chiffres après la virgule. Il n'était pas conçu pour ça. C'est comme... moi, j'appartiens à l'école de Fortran, qui ont fait le Fortran dans leur cursus scolaire. Les histoires de format, quand on écrit avec un format en Fortran, F8.4, hein, si vous avez un nombre, dans le nombre de chiffres après la virgule dépasse, il vous donne étoile, pour vous dire format il est faux. Alors quand on a rentré le prix du kilowattheure, le programme n'a pas pu fonctionner. Parce qu'il n'était pas prévu ça. Il n'était pas prévu. Donc l'énergie, elle est très bon marché en Algérie, mais ça ne va pas durer. Vous savez que chaque année, le ministère de l'énergie demande, son Elgaz, donc demande à augmenter le prix de l'énergie. Mais au niveau du Sénat, au niveau de la PN et du Sénat, donc il y a blocage par les députés. Mais comme maintenant on a ouvert le marché de l'énergie, il est ouvert, il est libéré, il n'est pas uniquement public. Donc on peut avoir même des investisseurs étrangers qui voudraient investir dans l'énergie. Mais l'investisseur étranger ne va pas vendre son énergie à bon marché. Il faut qu'il fasse des profits, il faut qu'il fasse des bénéfices. Donc ça ne peut pas continuer. Effectivement, il y a une raison que vous avez bien évoquée, c'est le comportement
On allume la lumière, on allume le climatiseur même s'il n'y a personne dans une salle, on allume le chauffage, on ouvre les fenêtres, on allume la télévision et on la laisse allumer et personne ne regarde. Donc tout ça fait partie des gestes quotidiens que l'on doit justement bannir pour contribuer. C'est comme les notions de l'environnement. Hein? Chacun jette son gobelet de café par terre, chacun. Mais si chaque citoyen contribue avec des gestes et des actes simples, donc on va faire quelque chose. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors vous avez parlé de la PRU. Alors les 40%, c'est la quantité consommée par rapport au bilan annuel. Ce n'est pas les pertes. C'est-à-dire, le bilan énergétique annuel est de X par rapport à l'Algérie, en comptant bien sûr tous les secteurs. Il se trouve que le secteur du bâtiment, il consomme à lui seul 40%. Moi, j'ai dit 50%. Pourquoi 50%? Parce que 40%, c'est le résidentiel, c'est-à-dire c'est uniquement le logement. Mais on doit rajouter au logement tout ce qui est service. Les universités, les hôtels, les hôpitaux, tout ça, c'est le service, c'est ce qu'on appelle le tertiaire. C'est les services. Alors, si on rajoute le résidentiel au service, on arrive à 50%. Donc, 40%, ce n'est pas des déperditions, mais c'est le taux de consommation qui part au résidentiel. C'est quand même très important. Et c'est là qu'on doit faire des économies parce que ça représente un gisement très important. Vous avez parlé de la daube, comme on l'appelle aussi. Alors nous, on n'est pas d'accord avec la promotion du taube dans sa formulation initiale. Pourquoi? Parce que j'ai dit aujourd'hui, nous assistons à un phénomène qui est le phénomène des changements climatiques. Et là, nous avons eu des expériences, par exemple les inondations d'Adrar en 2009, de Béchar en 2004. Vous savez, il y a des qsors au sud, par exemple à Timimoun, à Adrar. C'est des qsors qui datent d'avant la naissance de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et qui étaient là. Parce que tout simplement, on n'avait pas de pluie au sud. Mais maintenant, le phénomène des changements climatiques fait que même les régions du sud subissent des précipitations. Par exemple, à Aoulef, on avait en 2 heures 40 mm d'eau. 40 mm en 2 heures. Donc, le premier ennemi de la terre, c'est l'eau, de matériaux terre. Ces matériaux n'étaient pas stabilisés, n'étaient pas compactés, donc ils n'ont pas pu résister. Tous les sols se sont pratiquement effondrés. Donc, nous, on préfère promouvoir, réhabiliter ce matériau terre, donc en lui donnant la résistance nécessaire, et par rapport au séisme, et par rapport donc au phénomène des précipitations inhabituelles. Le surcoût, comment on l'a calculé? Vous savez, je peux vous donner le détail du calcul financier, parce que là, ce n'est pas un logement, c'est pratiquement une villa qui est évaluée pratiquement, parce que c'est un prix, donc nous on a eu donc un financement de l'Union européenne en euros, donc ce qui représente à peu près 65 000 euros. Donc à peu près 7 millions de dinars. Alors sur les 7 millions de dinars, donc vous multipliez par 12, vous avez à peu près 1 million de dinars de plus. Par rapport au logement conventionnel, le 1 million de dinars couvre toute l'isolation, verticale et horizontale, couvre les panneaux solaires pour produire, comme je l'ai dit, l'eau chaude sanitaire, et pour produire aussi le chauffage par le plancher. Et bien sûr, la réalisation du plancher. Donc, on verra, c'est à peu près 1 million de dinars de plus sur un montant initial d'équivalent 7 à 8 millions de dinars. Donc, l'étude financière, c'est ce qu'elle a donné. Voilà, j'espère avoir répondu à ces questions. Ou s'il y a d'autres questions. Bonjour.
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre brillant exposé. En deuxième lieu, donc, je m'adresse à tous les organisateurs du club scientifique pour les remercier donc, de cette manifestation. Ma question, elle concerne les matériaux locaux qu'on utilise pour avoir un bâtiment qui a une isolation, une bonne isolation. Donc, est-ce que vous voyez que les matériaux locaux sont fiables pour avoir donc une construction qui résiste à un séisme, qui a un comportement pour un séisme, et quels sont comment dirais-je, les modifications à apporter pour ces matériaux pour qu'on puisse les utiliser comme de la brique et tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Alors, les matériaux locaux, comme je l'ai dit, donc chaque région recèle d'un type de matériaux donné, mais de manière générale, vous avez la pierre, vous avez la terre, vous avez le plâtre, vous avez le sable de dune. Le sud et le Grand Sud, c'est des espaces immenses donc qui existent. Alors, ces matériaux, si je prends la pierre par exemple, la pierre, elle n'a besoin de subir aucune modification. Vous la prenez, vous l'utilisez. Par contre, la terre, non. La terre, comme je l'ai dit, nous devons la stabiliser par rapport à l'eau, par rapport à sa vulnérabilité vis-à-vis de l'eau, et nous devons aussi la comprimer pour qu'elle ait une résistance à la compression autour de 40 bars. Les autres matériaux aussi. Maintenant, la résistance vis-à-vis du séisme. On ne construit jamais, et je l'ai précisé tout à l'heure, il ne faut pas construire avec ces matériaux locaux seuls. Mais il faut qu'ils soient intégrés dans un système constructif qui s'appelle système constructif de maçonnerie porteuse chaînée. C'est-à-dire c'est des murs porteurs avec des chaînages verticaux et des chaînages horizontaux. Vous avez le chapitre 9 du RPA, donc il y a tout un chapitre qui parle des constructions en maçonnerie porteuse chaînée. Vous avez aussi deux DTR, le DTR de conception des constructions en maçonnerie et le DTR d'exécution des constructions en maçonnerie. Et là, toutes les règles de conception et d'exécution sont données. Comme je l'ai dit, ce système de construction en maçonnerie porteuse chaînée présente une performance parasismique meilleure que le système de construction poteau-poutre. Si vous regardez dans le RPA, vous allez trouver son coefficient de comportement, il est de 2,5, alors que le poteau-poutre, il est de 3,5. Et ce système, il est autorisé jusqu'à R plus 2 en zone 3, la zone la plus élevée, la zone sismique la plus élevée. Donc on peut aller jusqu'à un rez-de-chaussée plus 2 niveaux en zone 3, alors que le poteau-poutre n'est autorisé que pour R plus 1. Au-delà de R plus 1, il faut mettre des voiles. Ça, c'est depuis 2003. Donc si vous regardez le système de construction maçonnerie porteuse chaînée, vous voyez la liste des matériaux, que ce soit naturels ou manufacturés, qui peuvent être utilisés dans ce système. Vous avez une dizaine de matériaux. Donc c'est des matériaux, comme je l'ai dit, qui présentent des avantages indéniables en ce qui concerne la résistance mécanique, mais aussi le confort thermique, qu'il y a lieu donc de promouvoir. D'autres questions? Allez-y, Madame Cheikh Amr. Qu'est-ce qu'il y a le micro? Je vous remercie. C'est bon? Je vous remercie, Monsieur Afra, pour votre présentation. Je suis Madame Cheikh Hamad du département de génie civil. Bon, c'est par rapport à ce que vous avez présenté. Vous avez parlé de la réglementation thermique. Mais apparemment, il n'y a aucune réglementation thermique qui s'applique en Algérie. Parce que si on parle de réglementation, c'est-à-dire pour concevoir un bâtiment, il faut appliquer cette réglementation. C'est comme le RPA.
Mais la réglementation thermique, chacun il fait comme il veut. Il construit avec les matériaux qu'il veut, pourvu que par rapport à la résistance, c'est-à-dire du point de vue structure, ça marche. Et avec ça, c'est-à-dire on construit des passoires thermiques. Malheureusement, personne n'applique une réglementation pour le coefficient de déperdition, il ne doit pas dépasser tant, etc. Donc, je reviens sur la réglementation. On en a parlé à partir de l'an 2000 de la réglementation thermique, mais pour le moment, on n'a rien vu en ce qui concerne l'application. Ça, c'est un point. Je reviens sur le projet pilote par rapport à l'efficacité énergétique que vous avez. Je pense que c'est un projet que vous avez construit à Alger. Donc tout ce qui a été fait, c'est avec des données climatiques d'Alger, c'est ça. Donc les économies que vous avez obtenues, je pense qu'ils peuvent être améliorées si on applique le même principe, c'est-à-dire dans des endroits où il y a, si vous voulez, une abondance solaire par rapport à ce qu'embêchal ou etc., puisque vous faites le plancher chauffant et l'eau chaude sanitaire aussi solaire, quoi. Je voudrais savoir si vous avez utilisé, par rapport au calcul des économies, si vous avez utilisé le terrain 6. Et par rapport au mur, c'est-à-dire, est-ce que vous avez évalué les énergies seulement avec les murs que vous avez choisis? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas évalué les économies avec d'autres murs? Est-ce qu'il n'y a pas des économies meilleures, etc. Je vous remercie. Très bien, merci madame. Effectivement, j'en disconviens pas. Malheureusement, comme vous l'avez dit, la réglementation thermique au jour d'aujourd'hui ne s'applique pas sur le terrain, mais ce n'est pas parce qu'elle ne s'applique pas qu'il ne faut pas l'appliquer. Vous savez, il y a 2 ans, 3 ans, on n'utilisait pas la ceinture de sécurité. Hein? Mais maintenant, c'est rentré dans nos mœurs. Dès qu'on monte dans la voiture, c'est devenu un geste automatique. Vous avez parlé de la réglementation thermique, la réglementation parasismique. Il y a une application beaucoup plus rigoureuse maintenant depuis le séisme de 2003. Parce que tout simplement, il s'est trouvé que les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises de réalisation et les organismes de contrôle se sont retrouvés devant le juge. Pour répondre de la mort d'hommes induite par le séisme. Il y a même des condamnations de certains en raison justement de la non-application d'un article ou d'un autre article du RPA ou d'un autre règlement. Vous savez que cette réglementation, d'abord c'est une loi donc elle passe par l'APN et le Sénat, donc c'est une loi qui est promulguée par décret présidentiel, donc elle est applicable à tous les acteurs de l'acte de bâtir. Ensuite, en 2000, il y a eu un décret, c'est un décret exécutif, et ensuite il y a les 2 DTR, et les DTR sont promulgués par arrêté ministériel, et qui sont publiés dans le journal officiel. Et quand vous lisez les articles, l'arrêté de publication, donc il est mentionné que les prescriptions de ce DTR s'appliquent à toute nouvelle construction 3 mois après la date de publication et que les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les doivent appliquer strictement le. Demain, nul n'est à l'abri d'un dépôt de plainte de n'importe quel maître d'ouvrage ou de n'importe quelle autorité de l'État par rapport aux acteurs qui devaient l'appliquer. Jusqu'à maintenant, effectivement, la loi, elle existe, personne ne l'applique, comme ça a été le cas pour d'autres aussi aspects, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appliquer. Il faut l'appliquer. Ne serait-ce que, je l'ai dit, par rapport à l'économie d'énergie qu'on gagne. Parce que l'énergie, pour la consommer, il faut la produire. Vous savez que l'investissement dans la production de l'énergie coûte 4 fois plus cher que l'investissement nécessaire à l'économie pour faire des économies d'énergie.
Parce que l'énergie pour la consommer, il faut construire des turbines, il faut construire des centrales électriques. Et c'est pas évident. Bien sûr, le prototype a été réalisé à Alger avec les conditions climatiques d'Alger. Le projet est tout à fait adaptable à n'importe quelle zone, donc en adaptant les données climatiques. Donc c'est un programme, comme vous l'avez dit, Terrain 6, où on a utilisé Confi aussi, donc un autre programme donc de simulation thermique. Bien sûr, avant d'adopter une solution finale, comme je l'ai dit, la combinaison des différents matériaux, l'épaisseur, quelle est l'épaisseur qu'il faut utiliser. Là, il y a des simulations à faire. Donc, d'abord, on fait une simulation avec la brique, avec le parpaing, avec la terre. Après, on combine le polystyrène avec donc les différents matériaux, jusqu'à obtenir donc un optimum, un modèle donc optimisé, qui permet de réaliser ces économies d'énergie. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Bonjour à tous. Donc, je tiens à remercier le club scientifique pour avoir organisé cette conférence et je tiens aussi à vous remercier, monsieur le directeur du CNELIB. La prestation a été excellente. Et je voudrais juste avoir quelques informations en ce qui concerne les matériaux que vous avez utilisés. Pourquoi avoir choisi ces matériaux-là, sachant que vous auriez pu utiliser, opter pour du verre, pour une isolation à base de verre cellulaire, c'est-à-dire que pour les murs et le toit du verre cellulaire en panneau, qui est le verre cellulaire pour information qui est issu du recyclage de verre. Donc la production émet beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'autre chose. Et pour le sol, pour la confection du béton, on va utiliser, au lieu d'utiliser des granulats genre 8, 15, 15, 25 et tout ça, on va utiliser des granulats à base de verre cellulaire. Sachant que des études ont été déjà effectuées au niveau de l'université de Boumerdès, des études qui ont confirmé que le gain d'énergie était de 60%. Donc, mieux que 54%. Voilà. Merci. J'avoue que je n'ai pas très bien compris votre question. Je vais essayer de répondre si c'est ça, sinon on peut discuter après. Donc, pourquoi on a utilisé ces matériaux, mais pas d'autres, de type le verre cellulaire. Bon, comme je l'ai dit, le premier élément dans la conception de ce type de logement, c'est d'utiliser le matériau terre. C'est ça l'élément fondamental, c'est d'utiliser le matériau terre qui est extrait des fondations en le combinant avec un pourcentage qui ne dépasse pas 5% de la masse pondérale du ciment et qu'on doit compacter. Donc ça, c'est l'élément de base. Donc ne pas aller chercher à utiliser la brique ou le parpaing parce qu'on n'a pas à réinventer la roue. Donc tout ça, c'est documenté, on sait qu'il est plus performant. Au niveau du plancher chauffant, si j'ai bien compris, donc ce qui a été utilisé, bien sûr, c'est une isolation aussi au niveau du plancher avec du polystyrène extrudé, donc avec une épaisseur du plancher quand même assez importante pour avoir une inertie thermique importante. Nous n'avons pas donc utilisé ce type de matériaux verre cellulaire ou autre. D'abord par son indisponibilité au niveau d'Alger ou au niveau des régions avoisinantes. Donc nous n'avons pas opté pour ce type de matériaux.
Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, sinon on peut discuter de ça après. Oui. Alors, au niveau de la surface, vous parlez de la surface des panneaux solaires. Oui, oui. Bon, c'est un logement de 84 mètres carrés. La surface des panneaux solaires, il y a 4 de 1 mètre, 1 mètre et demi sur 50 centimètres. Donc, en gros, ça fait pas 10 mètres carrés. Même pas 8, 7 mètres carrés de panneaux solaires. Disons pratiquement le 1 dixième, même pas le 1 dixième. Maintenant, pour ce qui est du plancher chauffant, le plancher chauffant, donc c'est un plancher avec donc une canalisation, c'est des mailles qui sont dimensionnées donc avec donc l'épaisseur de la canalisation, mais avec aussi les dimensions de la maille qui sont, je crois, de 15 par 15. 15 par 15, donc ils font donc longe et qui utilise l'ensemble du plancher. Mais c'est un plancher avec tableau de commande. C'est-à-dire on peut éventuellement chauffer une chambre ou 2 chambres, ou le salon. C'est un tableau avec un tableau de commande et on peut commander le chauffage d'une pièce ou d'une autre, donc à volonté. D'autres questions? Donc, je vais vous poser une question. Concernant les collaborations internationales, c'est-à-dire il y a des pays qui ont des expériences plus importantes. Concernant, monsieur a parlé sur le Toub. Bon, au Yémen, on construit jusqu'à maintenant. À Sanaa, nous avons toute une ville construite à Toub. Est-ce que vous avez une collaboration avec ces pays-là, les résultats que vous obtenez, vous les envoyez, ou bien de façon, quelle est la collaboration que vous faites même à l'échelle européenne ou bien américaine? Effectivement, au niveau de la coopération internationale, comme je l'ai dit, ce projet déjà a été élaboré dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne. Et comme vous le savez, donc au niveau de l'enseignement supérieur, donc il y a le projet qu'on appelle Tassili, il y a le projet Campus aussi, donc dans lequel nous avons aussi un projet de coopération. Là, c'est des avis d'appel d'offres qui sont lancés annuellement et donc les chercheurs peuvent soumissionner dans le cadre des équipes mixtes, donc algéro-françaises par exemple. Donc avec le Yémen, effectivement, le matériau il est utilisé jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'un des pays qui ont une culture et une tradition de construire en terre très très importante. Sincèrement, nous n'avons pas de relations scientifiques ou universitaires avec l'université de Sanaa ou autres. Mais jusqu'à maintenant, nous avons une coopération avec la France et l'Allemagne dans le cadre de cette activité de recherche.